Bonjour, je vous remercie. Je vais rapidement attaquer. Je suis donc là propos, auteur de quelques ouvrages et surtout secrétaire général de la Ligue panafricaine du Moja, section France. Alors, le titre de mon intervention. Auparavant, j'ai demandé qu'on fasse passer une feuille sur laquelle ceux qui le voudraient mettraient leurs coordonnées afin que je leur envoie un PDF du texte de mon intervention. Il fait quand même 11 pages que je ne pourrais pas décliner en 15 minutes. En général, pour un quart d'heure d'intervention, j'écris 3 pages, pas davantage. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont passer à la trappe généralement. Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir le texte. Voilà. Alors, donc, le titre de l'intervention, c'est la littérature panafricaine versus la littérature africaniste. Bien entendu, mon frère Chemchouko m'a marché le travail puisqu'il vous a présenté dans ses grandes lignes la littérature panafricaine. Je vais donc m'appesantir, mais pour autant que je le puisse, sur la littérature africaniste et surtout insister sur ce qui différencie, voire faire controverse entre l'une et l'autre. C'est le point essentiel de mon propos. Alors, qu'est-ce que j'entends par littérature africaniste? C'est toute la production intellectuelle ayant l'Afrique pour sujet et pour auteur des non-africains. Pour réduire pardon. De façon circonscrite, j'entends ainsi par littérature panafricaniste, littérature africaniste, la production intellectuelle d'auteurs occidentaux sur l'Afrique. Donc, d'auteurs occidentaux, en principe, dits spécialisés, et qui consistent aujourd'hui, pour l'essentiel, en des universitaires, en grande partie, et aussi quelques journalistes. Alors, rapidement, pour caractériser cette littérature, d'abord son origine. C'est une littérature qui vient de notre histoire, elle a une origine que j'appelle négrière, c'est-à-dire elle naît des récits de bord des négriers. C'est le journal des bords des négriers, ce sont les analyses des missionnaires, ce sont les écrits des administrateurs coloniaux, c'est toute cette littérature qui fonde les premières archives de ce que nous appelons la littérature africaniste. Mais cette origine négrière est très rarement assumée par les spécialistes actuels, les africanistes actuels. Soit ils l'oublient, soit ils l'occultent, en tout cas, elle est très rarement assumée. Or, c'est là où se trouve la source des controverses que je vais exposer plus en avant avec le panafricanisme, avec la littérature panafricaine. Alors, on peut aussi trouver dans cette littérature africaniste ce que j'appelle, après Alain Ancelin et quelques auteurs, ce que j'appelle l'apartheid épistémologique. Bon, c'est une grosse expression pour dire simplement que le champ géographique de la littérature africaniste ne correspond pas exactement à l'Afrique comprise géographiquement, puisque la littérature africaniste, bien souvent, s'intéresse à l'Afrique subsaharienne, et lorsqu'il s'agit de la littérature africaniste d'expression française, elle s'intéresse quasi exclusivement à l'Afrique sous domination française. Déjà, ce champ géographique pose problème et on y reviendra. L'apartheid épistémologique, on peut le regarder aussi du point de vue du cloisonnement qui est fait entre l'Égypte ancienne, qui est bien située géographiquement en Afrique, mais qui ne fait pas partie des préoccupations intellectuelles des spécialistes de l'Afrique. Imaginez que je me prenne pour un spécialiste de la France, mais Paris, non.
ça ne fait pas partie de la France, ça c'est une ville créée par, je ne sais pas moi, les Romains ou les Celtes, donc ça ne fait pas partie de la France. C'est un peu ça, ce que, de façon virulente, on appelle l'apartheid épistémologique, et il y a plusieurs aspects de cet apartheid, je ne retiens que ces deux-là. Il y a aussi l'analphabétisme de cette littérature. Alors, analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire dans une langue déterminée. Ici, je me place du point de vue qui est le mien, je suis africain. Pour moi, un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire en africain. Donc, ce n'est pas normal, de mon point de vue, que des spécialistes de l'Afrique ne sachent pas parler les langues africaines, ni encore moins les écrire. Imaginez qu'un Chinois se dise spécialiste de la France, ne sache ni parler le français, ni l'écrire. Ceci est d'autant plus problématique pour le cas qui nous concerne que les africanistes prétendent que l'Afrique est le berceau de l'oralité, où il n'y aurait pas d'écriture. Alors, si dans un monde qui est l'océan de l'oralité, des spécialistes ne maîtrisent pas cette oralité, où peuvent-ils trouver des sources intrinsèques pour étudier ce monde? Ce monde leur devient inaccessible, paradigmatiquement. D'où le problème, le quatrième caractère, une bibliographie extravertie. Pour contourner la difficulté de l'analphabétisme, on se concentre sur les archives produites de l'extérieur. Ce sont donc celles que j'ai citées précédemment, les archives coloniales, les sources arabes, pour les quelques-unes qui existent. Bon, bref, des archives étrangères à l'Afrique. Et donc nous nous présentons ici devant un discours tenu par des étrangers sur l'Afrique, dans des langues étrangères à l'Afrique, sur des sources elles-mêmes étrangères à l'Afrique. Il y a une extranéité de ce discours. Dernier point, dans la mesure où ce discours est à ce point étranger à l'Afrique, on comprend qu'il ne s'adresse pas aux Africains. Il se parle à lui-même. Ce discours nous renseigne davantage sur ceux qui le tiennent que sur l'objet dont il prétend nous renseigner, sur lequel il prétend nous renseigner. Voici pourquoi le dernier point, c'est ce qu'on appelle, de mon point de vue, l'africanisme est un soliloque eurocentriste. C'est un gros mot encore, mais c'est pour dire que les gens se parlent à eux-mêmes, se posent des questions à propos de l'Afrique et donnent des réponses à propos de l'Afrique qui ne concernent que selon des modèles de connaissances qui ne tiennent pas compte de la réalité qu'ils prétendent étudier. Puisque précisément ces modèles de connaissances, vous verrez des socialistes, des heideggeriens, des aristotéliciens, enfin bon, bref, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je passe au deuxième point, la controverse. Après, bon, d'avoir défini à la hache comme ça l'africanisme, vous comprenez bien que la controverse viendra en creux de ce que je viens de dire. Alors, la littérature panafricaine, telle que mon frère vient de l'indiquer, elle est née hors de l'Afrique. Il a cité Du Bois, mais on peut aller bien avant Du Bois. Les premiers auteurs que j'ai trouvés, c'est dans les années 1780. C'est Otoba Kugwano, Otoba Kugwano, Eloda Equiano, qui sont des Africains qui ont été réduits en captivité, puis affranchis, et qui sont parmi les premiers à avoir écrit. Mais qu'est-ce qu'ils écrivent? Alors, je reviens rapidement. Pour moi, les caractéristiques de la littérature africaniste que je viens d'indiquer, pour moi, font de cette littérature un discours de la domination de l'Afrique. Parce que dans les archives coloniales, on n'a que la version de la colonisation. Peu ou prou. Évidemment, on peut mettre à part des sommités comme Marcel Griol, comme Germaine Diterlen, comme Raymond Moni. Il y a des africanistes, je parle ici en général, je ne cite pas des cas particuliers, exceptionnels, de monuments à qui on rend hommage partout, y compris à commencer par Cheikh Anta Diop. Je parle donc de façon générale. Pour moi, c'est un discours de la domination. Et c'est ce en quoi il est différent du panafricanisme, qui est un discours de la libération. Donc les premiers auteurs que je viens d'indiquer du panafricanisme, à savoir Equiano et
Guano, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent leur refus viscéral de la situation dans laquelle ils ont été mis, par les déportations régulières. Donc c'est un discours pour dire d'abord, nous ne sommes pas d'accord, mais surtout nous ne sommes pas d'accord de notre propre point de vue. Donc c'est un discours intrinsèque, c'est parler pour soi, parce que voilà, être homme c'est aussi parler, c'est même surtout parler. Et donc, quand la littérature africaniste se pose comme le seul discours scientifique recevable sur l'Afrique, par là même il interdit toute possibilité d'un discours alternatif ou concurrent. Et donc, la littérature panafricaniste vient précisément s'opposer à l'exclusion des Africains dans l'élaboration du discours sur l'Afrique pour poser son propre discours comme alternative. Alors, ce discours, son champ géographique, tout à l'heure j'ai dit, quand un spécialiste français de l'Afrique parle de l'Afrique, il parle de l'Afrique subsaharienne et en particulier de l'Afrique francophone. Le champ géographique dans le panafricanisme, il est éclaté. Ce n'est plus, ça ne peut pas être pour un Guadeloupéen l'Afrique francophone. Au moment où ses ancêtres partaient, il n'y avait ni Afrique francophone, ni il y avait l'Afrique. Donc, son objet, ce n'est pas seulement l'Afrique continentale, c'est aussi le lieu où il est aujourd'hui. C'est donc aussi bien l'Afrique continentale que toutes les régions du monde où il existe une forte diaspora africaine. A fortiori une diaspora qui est née précisément de cette histoire séculaire. Donc le champ géographique déjà, il est dilaté par la force même de l'histoire qui constitue la réalité sociologique panafricaine. Premier point. Deuxième point, le champ chronologique. Il est approfondi. L'une des critiques qu'on fait à l'africanisme et qu'elle n'a pas pu surmonter, c'est son caractère atemporel, anhistorique. C'est-à-dire que voilà, la dimension diachronique est très souvent ou bien escamotée ou bien purement et simplement absente. Ici, non. Il y a une profondeur chronologique. Les premiers auteurs africains à parler de l'Égypte nègre, ce n'est pas Cheikh Anta Diop, c'est 100 ans avant Cheikh Anta Diop. Joseph Anténor Firmin, ici en France, à Paris, en 1885, écrit un ouvrage de l'égalité des races humaines pour répondre à un autre Joseph, Arthur de Gobineau. Mais dans cet ouvrage, il y a un chapitre sur l'Égypte nègre. Bon, j'ai cité la partie du texte qui est vraiment consistante pour mon propos, et vous verrez bien, ce n'est pas Cheikh Anta Diop qui l'a inventé. Au moment où en 1954, Cheikh Anta Diop écrit Nation Nègre et Culture, la même année, James Mona George publie Stolen Legacy. Il dit exactement la même chose que Diop, sauf qu'il est aux États-Unis et ils ne se sont pas connectés. Stolen Legacy a été traduit récemment par une petite librairie panafricaniste, Tameri, c'est l'héritage volé. Donc il y a une littérature panafricaniste séculaire et les thématiques qu'on impute à Diop existent pour certaines longtemps avant Diop. Il y a donc une véritable tradition intellectuelle, épistémologique qu'il faut prendre au sérieux. C'est donc dommage que cette tradition soit purement et simplement exclue d'une université occidentale, je veux bien le comprendre, mais surtout des universités france-africaines qui ne sont que des satellites d'institutions académiques occidentales. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, j'avais dit deux caractéristiques différentes, profondeur chronologique, expansion du champ géographique. Je vais peut-être indiquer un dernier élément qui fait vraiment problème, c'est ce que j'ai appelé une citadelle vacillante. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui nous faisons une intervention sur la controverse? C'est parce que depuis les années 90, il ne suffit plus d'interdire les revues scientifiques et l'université au discours africaniste, puisque ce discours se répand grâce aux nouvelles technologies de l'information. Il se répand sur Internet. Les débats qui ont été interdits dans l'université ont lieu sur Internet.
des ouvrages qui étaient devenus introuvables de cette littérature sont remis en circulation par de micro-maisons d'édition militantes pour donner cette nourriture intellectuelle, pour donner à voir cette nourriture intellectuelle à ceux qu'elle peut intéresser, et en particulier à cette nouvelle jeunesse africaine qui comprend toutes les impasses où nous mène l'africanisme tel qu'il est pratiqué. Alors, pour conclure, doyen, c'est bon ou pas là? Oui. Pour conclure, il y a donc deux discours. Pour moi, un discours de la domination. Regardez Yves Benoît, il a écrit Les massacres coloniaux. Sa carrière académique en France en a pris un grand coup. Regardez, Louis Salah Molins, il a remis le Code noir. Sa carrière universitaire en a pris un grand coup. Chaque fois que, au sein même de l'africanisme, et encore, ces deux auteurs que j'ai cités ne sont pas des spécialistes de l'Afrique à l'origine. Ils ne sont pas des spécialistes. Louis Salah Molins en particulier, il est plutôt philosophe qui s'est intéressé à un texte de droit dont il ne comprenait pas qu'il fut purement et simplement absent de la philosophie du droit. Alors qu'on nous fait des tomes sur celui de 1789, enfin de 1780, et pas celui de 1685, un siècle plus tôt. Bon, mais il en a eu tout. Bon, voilà. Il importe aujourd'hui, ça c'est ma conclusion, que le discours panafricaniste séculaire se dote lui-même, c'est-à-dire ceux qui, comme nous portons ce discours, nous dotions des moyens infrastructurels qui permettent la diffusion de ce discours. Ça, c'est le premier point. Il ne s'agit pas simplement d'entrer en guerre avec l'africanisme, il fait son truc, voilà. Mais il s'agit d'exister pour soi-même. Nous sommes la plus grande masse démographique au monde. Le monde panafricain est la plus grande masse démographique au monde, et ce sera encore plus visible à l'horizon 2050. Nous serons environ 2,5 milliards, 1,5 milliard en Afrique et à peu près 1 milliard hors d'Afrique. Nous serons la plus grande masse démographique au monde. Donc une production intellectuelle, musicale, artistique, etc., qui est pensée à destination d'un tel public, même dans une perspective marchande, a un avenir incommensurable. Nous devons consommer notre production intellectuelle, notre production culturelle en général et en particulier intellectuelle. Mais n'attendons pas que cette offre soit organisée et que ces canaux de distribution soient mis en place par d'autres. C'est à nous, porteurs de ce discours aujourd'hui, à créer cette infrastructure. Le deuxième point, il ne suffit pas de reprendre un discours, encore faut-il prêcher par l'exemple. J'ai dit aujourd'hui que l'africanisme s'exprime dans les langues étrangères, mais le panafricanisme aussi. Je ne suis pas en train de parler bambara là, j'aurais pu pourtant. Il faut que nous réhabilitions les langues africaines dans l'expression de nos préoccupations intellectuelles. Le swahili, le bambara, le lingala. Il faut aussi que nous réhabilitions les écritures africaines. Il y a des systèmes d'écriture. L'Afrique est le berceau de l'écriture, je l'apprends peut-être aux africanistes. L'Afrique est le berceau de l'écriture. Nous pouvons donc réhabiliter des écritures anciennes et produire un discours qui soit destiné à nous-mêmes d'abord. Pas pour s'opposer aux autres, mais pour se connaître profondément soi-même. Je vous remercie. Umoja Nguvu.